3500 arrestations, mais jusqu'où ira cette mobilisation inédite? Peut-elle déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Merci beaucoup de votre soutien. Il ne faut pas avoir peur. En pleine interview, cet opposant russe s'est embarqué Manu Militari. Comme elle, quelques 3000 manifestants ont été arrêtés samedi. Dans une centaine de villes à travers la Russie, des dizaines de milliers de personnes ont osé défier le pouvoir pour réclamer la libération d'Alexeï Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, qui accuse le Kremlin de l'avoir empoisonné. C'était le jour ou jamais de sortir, avant qu'ils nous fassent taire. Moi, je ne veux pas que mon peuple soit si cruellement trompé par une personne qui s'imagine être un tsar. Certains manifestants brandissaient des brosses pour les toilettes. Un clin d'œil au goût de luxe du président russe qui utiliserait des brosses en or à 700 € dans un immense palais au bord de la mer Noire. C'est ce qu'affirme Alexeï Navalny, qui a mis en ligne une enquête de 2 heures intitulée « Le palais de Poutine, histoire du plus gros pot de vin du monde ». Les scandales de corruption ont toujours entouré Poutine. Des journaux ont parlé de ses machinations. Il aurait déjà dû être emprisonné en 1996. Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est défendu d'être le propriétaire de la luxueuse demeure. Rien de ce que l'on voit ne m'appartient ni à moi, ni à mes proches. Alors, la forte mobilisation des manifestants marque-t-elle un tournant contre la toute-puissance de Vladimir Poutine? La rue peut-elle vraiment faire vaciller le président russe? Les Occidentaux, qui haussent le ton, peuvent-ils empêcher la répression des manifestations à venir? Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions ensemble. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Clémentine Fauconnier. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, maîtresse de conférences à l'Université de Haute-Alsace et membre du laboratoire SAGE et auteur de ce livre 2019 Entre le marteau et l'enclume, paru aux presses universitaires du Septentrion. Et selon vous, Clémentine Fauconnier, le système Poutine, même usé, à bout de souffle aujourd'hui, repose toujours sur des fondements très solides, dites-vous. Et malgré la ferveur des gens qui se sont mobilisés samedi, eh bien Vladimir Poutine fait encore peur, et ceci a raison. Et à vos côtés, bonsoir Alain Blum. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du monde russe, vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Et selon vous, Alain Blum, si ces manifestations de samedi n'iront probablement pas, même si elles continuent, même s'il y en a d'autres dans les jours et les semaines à venir, jusqu'à faire tomber Vladimir Poutine. Elles exposent toutefois ces manifestations, les fragilités d'un pouvoir vieilli, et elles révèlent surtout de très fortes tensions au sein de ce pouvoir. On va y venir dans un instant, mais tout de suite pour ouvrir le débat, Nadia Dam, vous avez une question en 28 secondes d'un téléspectateur. Oui, elles étaient très nombreuses ce soir, notamment à poser cette question-là. Quelle est la popularité d'Alexeï Navalny en Russie? Clémentine Fauconnier, il est très très célèbre aujourd'hui à l'international, mais est-ce qu'on dispose d'outils pour mesurer sa popularité à l'intérieur de la Russie? Est-ce qu'il est connu par tous les Russes? Non, il n'est pas connu par tous les Russes, il est beaucoup plus connu qu'il y a quelques mois. Mais alors, c'est évidemment très délicat de savoir, il y a des instituts de sondage qui sont assez performants en Russie, le centre Levada notamment, qu'on utilise plutôt indépendant tous, voilà. Mais c'est toujours des chiffres qui réclament interprétation, c'est-à-dire qu'un 4%, en gros là, son pourcentage de confiance, il est cité par 4% des Russes comme étant celui à qui on fait le plus confiance, donc 4% c'est quand même bas, mais il faut quand même préciser que 4% en Russie, c'est pas 4% en France quand même. Mais pour vous répondre, il a quand même pas une popularité très très élevée. Beaucoup de gens quand même se méfient de lui. À la fois, ils peuvent adhérer au thème qu'il met en avant, et c'est sans doute un des leviers de ce qu'on a pu voir samedi, mais la personne lui-même, il a quelques partisans très très fervents, mais sinon il suscite quand même plutôt des sentiments assez mélangés, voire carrément du rejet. Alors son dernier coup d'éclat, en tout cas celui qui a contribué aussi à accroître sa popularité dans le pays, c'est la mise en ligne la semaine dernière, après son retour en Russie, d'une vidéo, Vincent, une vidéo qui a été vue par des millions et des millions d'internautes. 86 millions de vues, Renaud, c'est le chiffre du jour. 86 millions de vues pour le palais secret de Vladimir Poutine sur les rives de la mer Noire. Alors depuis, Vladimir Poutine s'est senti obligé de dire que ce palais ne lui appartenait pas. Alain Blum, est-ce que cette vidéo et sa viralité inouïe, c'est le scandale de trop pour Poutine ?
De trop, je ne sais pas. En tout cas, c'est effectivement quelque chose qui a eu pour qui a eu un très gros effet en Russie. Ça, c'est très clair. Beaucoup plus. Bon, l'histoire de l'empoisonnement avait déjà eu beaucoup d'écho, mais ce qui est très révélateur, c'est que c'est la première fois que Poutine se sent obligé de répondre. Il a parlé devant les étudiants. Il a parlé de ça en disant je ne l'ai pas vu, on m'a montré quelques extraits. Le fait qu'il en parle, c'est un aveu de faiblesse. C'est vraiment, oui, c'est assez nouveau. Et il n'y a pas que lui qui en a parlé. Sa réponse est très étrange. Il passe à côté, il parle de mariage, il parle de contrat, il parle d'hommes de richesse économique, que c'est bien d'être businessman, mais que lui ne l'est pas, etc. C'est vraiment très très décalé. Mais le fait qu'il en parle pendant 7-8 minutes face aux étudiants, montre que ça a eu un écho très important. Alors effectivement, on peut dire que c'est la vidéo de trop, en tout cas, ça témoigne un ébranlement assez fort. Clémentine Fauconnier, qu'est-ce que ça indique sur ce qu'est Navalny dans la psychologie russe? Est-ce que c'est un lanceur d'alerte? Est-ce que c'est un homme politique, le premier des opposants? Est-ce que c'est un dissident? C'est un mélange d'un petit peu tout ce que vous avez dit. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, donc pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est pas réellement un opposant dans le sens où c'est pas réellement une alternative à Vladimir Poutine. En revanche, c'est, alors le mot circule un petit peu en ce moment dans les médias et la presse, c'est une espèce de figure de quasi-martyr, entre guillemets. En tout cas, la façon dont il a mis en scène son retour, en sachant très bien les risques qu'il prenait, et qui fait que ça a décuplé d'une certaine façon son impact sur la population. Ça, oui, ça c'est une figure, je pense, et qui en plus peut vraiment parler, je pense, à la culture et à la conscience russe. Et puis vraiment une capacité, on pourrait dire un petit peu de lanceur d'alerte, c'est-à-dire vraiment de mettre en avant de façon très étayée, très documentée, très sérieuse, des thèmes qui circulent déjà. Je veux dire, n'importe quel citoyen russe vous dira qu'il vit dans un pays qui est corrompu et que ça le fatigue et que ça l'exaspère. Mais là, il arrive vraiment à mettre des images, des chiffres sur une réalité qui est connue partout. Au-delà de la dénonciation de la corruption, Alain Blum, quelles sont les positions politiques d'Alexei Navalny? Elles sont elles aussi parfois assez floues. C'est le souci justement, c'est qu'il n'a pas de programme politique. Si ce n'est cette dénonciation de la corruption. Il a eu à un moment des positions très nationalistes, on s'en souvient. Anti-immigration, très anti-immigration, et assez patriotique. Et en fait, mais il faut bien voir que dans l'atmosphère russe aujourd'hui, le patriotisme est devenu quelque chose de presque naturel. Il y a eu une telle propagande par rapport à ça, que la Russie avec que des ennemis à l'extérieur, etc. Donc il ne serait pas dans cette position nationaliste. Effectivement, ça ne marcherait pas. On ne peut pas le classer sur une échelle, je ne sais pas, entre progressiste, conservateur, gauche-droite. Il n'est pas libéral. Il y a une telle mémoire des années 90 qu'il n'est pas possible d'être populaire en étant ultralibéral. Mais il n'a pas de programme social, il n'a pas de... Voilà, donc c'est un dénonciateur de la corruption. Alors parmi ceux qui se mobilisent contre Vladimir Poutine et son pouvoir, il y a en particulier les jeunes générations qui recourent évidemment, Nadia, aux réseaux sociaux. Oui, et même ce qu'on pourrait appeler la génération TikTok, c'était assez flagrant pendant tout le week-end parce qu'on a vu donc des jeunes très très créatifs, très inventifs à la manœuvre pour appeler à se rassembler. C'est le cas par exemple d'une jeune fille qui se fait appeler Neurolera dans une vidéo qui a été vue plus d'1,5 million de fois. Elle va expliquer plein de choses. Elle va expliquer par exemple comment se faire passer pour un touriste américain et éviter de se faire arrêter lors donc des différentes manifestations. Regarde. Фразы, которые могут спасти тебе жизнь, или как притвориться американцем, если тебя задержали на митинге. I'm American, I'm American. Внимание на произношение, тут прям I'm American, I'm American, I'm American. Ah, donc des vidéos comme ça, l'accent est très bon, effectivement. On voit également des lycéens qui se filment en train de décrocher, on le voit là, de décrocher le portrait de Poutine dans leur salle de classe pour le remplacer par des portraits de Navalny. Et puis on a parlé de cette vidéo YouTube donc, qui a été vue 86 millions de fois, la fameuse vidéo du palais de Poutine. Et on voit que tout ça, ça rend le gouvernement russe très, très, très fébrile. Il était déjà assez tatillon sur le sujet. Le gendarme des télécommunications, qui s'appelle, je vais tâcher de le dire, Roskomnadzor, a immédiatement menacé les réseaux sociaux d'amende au nom de la protection, c'est qui est intéressant, au nom de la protection des moins de 18 ans. On sait également que plus d'un tiers du contenu sous le hashtag Libérer Navalny a d'ores et déjà été supprimé. Et puis sur le plus long terme, il y a des projets de la part du pouvoir russe. Ils veulent créer leur propre Internet isolé du réseau mondial. Ça s'appellerait Runet. Et ça, ce sera la tâche de Gazprom Media, la holding qui est gérée par le gazier russe. Clémentine Fauconnier, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance pour le pouvoir? C'est-à-dire que les jeunes sont là, ils vont investir les
les réseaux sociaux, quelle que soit la censure. L'Internet a été libre pendant 20 ans en Russie, c'est trop tard pour les faire taire. C'est sûr que c'est tard. C'était tard pour Navalny aussi. Le personnage a pris beaucoup d'ampleur au moment où ils ont décidé de mettre en place des mesures un peu plus radicales. Et pour Internet et pour la jeune génération, je pense que c'est un petit peu tard aussi. C'est le problème de tous les pouvoirs vieillissants, en fait, je dirais. C'était un tout petit peu différent. Ils sont ringardisés très vite. Ouais, c'était le problème un peu. C'était moins le problème à l'époque Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012, qui était plus jeune, qui était moins marqué par la culture soviétique, qui était plus geek entre guillemets, c'est-à-dire qui aimait les nouvelles technologies, et donc qui était quand même plus ouvert aussi sur l'Occident, voilà. Et donc du coup, qui était un peu plus attentif à ce qu'il appelait la classe créative d'ailleurs. Il l'avait désigné comme ça, et qui envoyait des signaux. Alors que je pense que Poutine et son entourage sont beaucoup moins, ils sont largués. Voilà, ils sont un petit peu largués, et du coup, ils se méfient moins et ils voient moins aussi ce qui émane de cette nouvelle génération. Alain Blum, si on revient aux manifestations de ce week-end, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elles sont exceptionnelles? Est-ce que c'est le nombre de manifestants? Est-ce que c'est le fait qu'elles ont eu lieu dans beaucoup de villes? Est-ce que le fait qu'elles n'étaient pas autorisées? Enfin... C'est compliqué parce que les Russes sont habitués à se mobiliser. Il y a eu pas mal de mobilisations ces derniers mois, mais c'était toujours des mobilisations locales, enfin, presque toujours, sur des enjeux locaux. Il y a eu Ekaterinbourg, il y a eu Khabarovsk, on en a beaucoup parlé, où le gouverneur avait été licencié, enfin avait été arrêté même. Oui. Et il y a eu des très très grosses mobilisations. Donc il y a une pratique de la mobilisation qui est quand même assez courante en Russie. Ça, il faut pas le... Donc là, de ce point de vue-là, c'est pas exceptionnel. Et apparemment à Khabarovsk, est-ce que la dimension géographique est exceptionnelle ou pas? Voilà. Alors par contre, est-ce que des petites villes se sont mobilisées? Alors voilà, justement. D'abord, les petites villes se sont mobilisées, et ça, c'est vraiment nouveau. Et ensuite, ça s'est mobilisé sur un objectif politique national, alors que la dimension locale était présente juste sur les autres mobilisations. On est quand même loin de la mobilisation de 2012, celle qui avait suivi les élections présidentielles, où là, c'était des centaines de milliers de personnes. On en est très loin. Mais c'est vrai que l'unification du territoire à travers ces mobilisations, là, c'est nouveau. Et là, il y a quelque chose de nouveau, Clémentine Fauconnier, c'est qu'il y a 40% de primo-manifestants, si je puis dire, de gens qui n'étaient pas habitués à manifester. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc il y a l'effet générationnel aussi qu'on a évoqué à l'instant, qui je pense est très important. L'effet réseaux sociaux aussi, voilà, donc qui est lié à la génération, mais peut-être pas forcément seulement, puisqu'il y a aussi des gens plus âgés qui sont sur Internet en Russie comme partout. Et aussi parce que les ressorts de la mobilisation, je pense, sont un petit peu différents. En 2011-2012, donc quand il y a eu ces grandes mobilisations contre les fraudes électorales, donc c'était vraiment pour défendre le vote. Alors que là, cette fois-ci, je pense qu'il y a un ressort émotionnel assez fort qui a été dû à la fois donc à la vidéo qui a été diffusée dont on a parlé, et puis aux conditions d'arrestation de Navalny qui étaient spectaculaires dimanche en fait. Et alors pour autant, Alain Blum, est-ce que Vladimir Poutine est potentiellement fragilisé, y compris sur le plan juridique ou pas? Est-ce qu'il a déjà fait adopter un certain nombre de procédures? On sait que à la suite de plusieurs réformes de la Constitution, il peut potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il est protégé à vie en quelque sorte? Pour l'instant, il est protégé à vie, ça c'est clair. Il a tout mis en place. Les réformes constitutionnelles, elles ont eu un double impact. C'est-à-dire qu'effectivement, les réformes constitutionnelles de juin, d'un côté, ça renforce considérablement le rôle du président, qui peut très bien s'abstenir des positions du Parlement pour choisir ses ministres, etc. Donc ça, c'est nouveau. Et ça montre très bien, d'ailleurs, la peur qu'il y a de la montée d'opposition, d'où il n'y a pas vraiment de parti qui, pour l'instant, organisé, qui pourrait. Et il y a eu pas mal en province, il y a eu plusieurs endroits, justement, où des opposants au parti unique ont gagné. Donc là-dessus, c'est vrai. Mais en même temps, je crois que ces changements constitutionnels ont quand même montré à la population l'absurdité, enfin la dérive de ce pouvoir vieillissant. C'est vraiment important. Et juste un point sur le pouvoir vieillissant. Moi, ça me rappelle, alors je suis historien, mais ça me rappelle la période Brejnev, où il y avait un décalage tel entre ces vieux autocrates et la population qu'au bout de quelques années, ça s'est rompu, mais parce qu'il y a eu un leader venant de ces milieux-là qui a pris position. Le problème de Poutine, c'est qu'il n'y a pas de politburo, il est seul. Il est seul, il est là déjà depuis 20 ans. Il est là depuis 20 ans. Et il n'y a pas cette alternative, on ne voit pas d'alternative. Alors justement, ces dérives du pouvoir vieillissant que vous évoquiez à l'instant, elles se sont manifestées notamment par l'arrestation d'Alexeï Navalny à son tour à Moscou, et puis par ces milliers d'arrestations ce week-end. Et cette répression, elle inquiète à l'étranger, notamment en France. En France, oui, le gouvernement cherche à défendre Navalny et l'état de droit, la liberté, et en même temps ne pas trop heurter son partenaire russe, un jeu d'équilibriste. On regarde Jean-Yves Le Drian dans ce jeu, c'était hier. Je trouve cette dérive autoritaire très inquiétante. Malgré tout, la géographie est têtue. La Russie est notre voisin.
Et nous avons des questions de sécurité et de confiance. Et nous sommes obstinés pour trouver le moyen de faire en sorte que des formes de discussion puissent avoir lieu, tout en étant extrêmement clair et extrêmement ferme. On demande qu'il soit libéré et on demande qu'il ait la clarté sur sa tentative d'assassinat. Clémentine Fauconnier, au-delà des déclarations, est-ce qu'on peut imaginer des sanctions venant de la France ou de l'Union européenne, ou on n'en est pas là? On peut imaginer des sanctions. Il y a la question de Nord Stream 2 aussi, qui a été donc d'arrêter la construction. Je crois qu'il reste 50 mètres à peu près pour que Nord Stream 2 soit terminé. Donc il y a des appels à ce que cette construction cesse. Donc on peut imaginer, mais je ne pense pas que ça aura des effets très importants sur le destin de Navalny. Au contraire, puisque vraiment Poutine met un point d'honneur. Poutine et son entourage, je dis Poutine au sens collectif par moment aussi, mais en tout cas le Kremlin, les dirigeants russes mettent un point d'honneur à ne pas se faire dicter leur conduite pour la politique intérieure par les puissances étrangères. Une question de fierté aujourd'hui à l'international. Oui, et c'est aussi important du point de vue de la légitimité en interne, aussi bien auprès des réseaux, dans les institutions de force et d'une partie de la population. Donc ça, de toute façon, ça n'aboutira pas. Ça envenimera la situation encore plus, qu'il est déjà pas mal, et à mon avis, il n'y aura pas d'impact. Alors en Russie, on va le voir, la corruption, c'est aussi de l'histoire ancienne, comme l'illustre ce reportage. Il remonte à près de 28 ans, au début du mandat du prédécesseur de Vladimir Poutine, Boris Yeltsin. Pardon, monsieur l'agent, le Kremlin affirme que les députés qui siègent ici à la Maison-Blanche touchent des pots de vin. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ils sont corrompus, mais au Kremlin, c'est exactement la même chose. Pardon, monsieur l'agent, les députés de la Maison-Blanche, ils disent qu'ici, au Kremlin, vous êtes tous corrompus. J'en sais rien. En tout cas, peut-être pas tous. Résultat, la Russie tangue dans la tourmente comme un bateau ivre. Le capitaine et l'équipage ont lâché la barre, ils se battent comme des chiffonniers en s'accusant mutuellement de vendre la cargaison au marché noir. Seul élément rassurant, les rats, loin d'avoir quitté le navire, s'empiffrent dans les cales. D'après les hommes d'affaires occidentaux venus ici à Moscou braver le choléra et la diphtérie, jamais les affaires n'ont été aussi bonnes. Alors, où va la Russie ? Les Russes, qui sont assez fatalistes et très croyants, affirment que maintenant elle ne peut attendre l'aide que de Dieu. C'est le seul ici qui n'accepte pas de pot de vin. Alors ça, c'était les années Yeltsin. Alain Blum, on se souvient, ces années Yeltsin, elles ont été marquées aussi par beaucoup de corruption, beaucoup de scandales. Ça veut dire qu'au-delà de Vladimir Poutine, c'est tout un système qu'il faudrait changer? C'est un système qui mêle énormément le politique et l'économique sans le dire, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des hommes politiques qui ont pris quelque part les richesses du pays. C'est pas que du coup, c'est pas la question que de la corruption. Bon, à la limite, dans des pays européens, il y a une sorte de séparation. Il y a des liens forts. Il y a une sorte de séparation entre ceux qui possèdent et ceux qui. Là, il y a une vraie consanguinité entre les milieux économiques et politiques. Et là, il y a une vraie consanguinité. Et du coup, le problème est très profond. Et du coup, effectivement, résoudre ça, ça passe par une transformation du système politique et des élites politiques. Et ça, c'est très très fragile parce que ça tient sur cette relation très très forte avec un... C'est un pays de rente, c'est un pays où ce sont des richesses minières, ce sont des richesses pétrolières, etc. Donc la possession des biens économiques crée cette très grand privilège. Clémentine Fauconnier, il y a un rendez-vous électoral au mois de septembre, des élections législatives. Est-ce que Poutine doit le craindre ou pour le moment on n'en est pas encore là ? Alors, les craindre, oui et non. C'est sûr que c'est l'enjeu que tout le monde a à l'esprit, puisque c'est la première grande consultation nationale, après donc déjà la réforme de la Constitution qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'à 2036. C'est la première grande consultation nationale aussi depuis ce que j'appelle l'éclatement de la bulle Crimée. C'est-à-dire que l'annexion de la Crimée en 2014 a vraiment occasionné un bond de la cote de popularité de Poutine, de son entourage, des membres du gouvernement, de Russie unie. Pendant un moment, ils ont vraiment profité de ça pendant quelques années. Et depuis 2018, finalement, ça marche plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des réformes des retraites qui ont suscité des mobilisations très importantes, un vrai mécontentement social, une cote de popularité de Vladimir Poutine qui est historiquement basse. Alors historiquement basse, sur la crise sanitaire également, qui est très... oui, bien sûr aussi. Donc tout ça, ça cumule. Et le vote intelligent auquel appelle Alexei Navalny, c'est-à-dire le tout sauf Poutine, voter pour n'importe quel candidat sauf les poutiniens. Est-ce que ça peut fonctionner, Clémentine? Oui, ça a déjà marché en 2011. En 2011, on a enregistré un recul de Russie unie historique. C'est la seule fois, justement parce que Navalny déjà avait appelé à voter pour n'importe quel parti, sauf Russie unie. Et là, il a encore sophistiqué, amélioré ce projet. Il y a un site maintenant très bien fait pour expliquer aux gens comment il faut voter de façon stratégique. Et ça peut, à mon avis, vraiment avoir un impact sur les résultats. Et d'ici là, Alain Blum, il y a le jugement de Alexei Navalny qui est attendu pour le 2 février. On saura si
il sera maintenu en détention plus longtemps. Oui, c'est une affaire de long terme, parce qu'il y a à la fois le jugement par rapport à des questions budgétaires, par rapport à ses finances, par rapport au fait qu'il aurait manipulé des comptes, etc. Donc là, je ne pense pas que cette étape soit... Est-ce que ça peut perpétuer, justement, enfin, contribuer à continuer à mobiliser ses partisans, justement, contre le régime, si jamais, en vertu de ce sort de cette martyrologie qui mettait un peu en avant, comme l'expliquait Clémentine Fauconnier tout à l'heure? Alors, côté martyr, je ne pense pas qu'il veuille se présenter comme martyr, il veut se présenter comme dénonciateur de... Et il a une équipe très forte, quand même. Il faut bien voir qu'il n'est pas seul. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait sur ce palais, par exemple, ou sur l'histoire de l'empoisonnement. Je veux dire, c'est extraordinaire. Donc, il a une équipe très forte, et du coup, je pense que plus que martyr, il veut continuer à tenir les ficelles des dénonciations de ce pouvoir, qu'il soit condamné ou pas. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau ce soir. On va surveiller évidemment la suite des événements en Russie dans les jours et les semaines à venir.